des enfants. Je vous salue en considération des législations des gouvernements. Je vous salue au nom de l'Église. Le thème qui nous rassemble est le statut juridique de l'enfant à naître. Je l'ai intitulé « Statut juridique de l'enfant à naître entre erreur et vérité ». Quel serait le fondement juridique du statut de l'enfant à naître? Et pour expliquer maintenant le problème, l'enfant à naître a-t-il des droits qu'il faut défendre? L'enfant à naître est-il une personne juridique? Est-il un enfant? Est-il un sujet de droit à part entière? Et l'autre aspect de la question, le droit suffit-il pour protéger l'enfant à naître? Quel est l'objectif que nous visons en posant ce problème? L'objectif n'est pas de défendre l'avortement, ni de refuser l'avortement. Me suivez? L'objectif n'est pas de donner raison à quelqu'un ou de dire que quelqu'un est dans l'erreur. Mais il convient de réfléchir pour harmoniser les visions juridiques. Donc notre objectif est l'harmonisation des extrêmes. Harmonisation des visions juridiques, mais pourquoi? Pour accompagner les auditeurs que vous êtes, les chercheurs, les jeunes, les enseignants, pour accompagner à distinguer avec soin. Donc c'est une distinction qu'il faut faire. Distinguer avec soin entre les droits et les devoirs qui vous incombent en tant que membre de l'Église et les droits et les devoirs qui vous reviennent comme membre d'une société humaine, membre d'une famille, membre d'une profession. Je crois que c'est là le problème fondamental. Et pour l'aborder, il faut une méthode. Et il y a un bon l'idée. Quelle méthode on peut employer? Je nous propose la méthode d'une lecture croisée. Lecture croisée des droits de l'Église, des droits de la société, pour déceler les analogies et les contrastes, les similitudes et les dissimilitudes, les convergences, les divergences et les spécificités juridiques. Après cette méthode, il faut trouver un plan. Le plan que je voudrais que nous suivons est en deux parties. D'abord, situer la question de l'enfant à naître dans le contexte idéologique actuel. Première partie. Et puis la deuxième partie, tenter de faire la vérité de l'enfant à naître en droit positif. Et donc, le premier instrument que je vous propose, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est incorporée à notre Constitution. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc, si nous abordons la Charte, en même temps, c'est la Constitution. Après la Constitution, il y a la Charte du Saint-Siège pour les familles. L'autre document majeur est le document qui nous introduit dans cette réflexion avec la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2023-4 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la
reproduction. Donc la loi qui légifère, toute proportion gardée, l'avortement en République du Bénin. L'autre document qui pourrait nous servir aussi d'étude est le Code de l'enfant, capital, et le Code des personnes et de la famille, en vigueur en République du Bénin. Première partie. Contexte, idéologie actuelle. Le contexte actuel nécessite une distinction des concepts de personnes juridiques selon le droit canon et selon le droit civil. Qu'est-ce qu'une personne? Et là, puisqu'on est en méthode de droit comparé, il faut aller voir en droit ecclésiastique, en droit civil et en droit comparé. En droit ecclésiastique, qu'est-ce qu'une personne? Outre les personnes physiques, en droit canon, il y a des personnes juridiques. La personne juridique est sujet de droits et d'obligations en conformité à sa nature. Soulignez bien, conformité à sa nature. Canon 113, paragraphe 2. C'est donc la nature qui justifie et pose la personne en droit au niveau de l'Église. Ensuite, en droit civil, qu'est-ce qu'une personne? En droit civil, la personne se définit par ses conséquences juridiques. La personne est sujet de droit, elle peut être titulaire de droits subjectifs et d'obligations, là où les choses ne sont qu'objet de droit. Et rapidement, je peux vous dire ce qu'est le droit ici. Le droit est un élément actif du patrimoine de la personne. Et l'obligation est un élément passif du patrimoine de la personne. Suivez bien. Ainsi, en droit civil, la personne est individualisée par 3 éléments. Le nom, le domicile et le sexe. Pour le droit positif, la personnalité apparaît au moment de la naissance. Vous suivez? Elle existe à partir de la naissance et ce jusqu'à la mort. Nous sommes en droit civil. Donc, si quelqu'un reste dans le registre du droit civil et dit « l'enfant qui n'est pas né n'est pas une personne », ne le jugez pas rapidement. Puisque celui-là est dans une définition, dans une logique. Vous suivez? Alors donc, dans cette logique de droit civil, la personne existe à partir de la naissance et la personne finit avec la mort. Donc, n'allez pas demander à un spécialiste de droit civil de vous parler de la personne après la mort. C'est vrai, il y a le testament qui pourrait continuer la personne après la mort. Mais on n'est pas encore dans le registre des testaments. Vous suivez? C'est donc la naissance vivante et viable qui pose la personnalité en droit civil. Alors qu'en droit ecclésiastique, la personnalité est posée en conformité à sa nature. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Ensuite, cette personnalité disparaît avec la mort. Maintenant, s'il faut comparer les deux, en droit comparé, si nous voulons alors entrer dans la discussion sur la personnalité de l'enfant à naître,
Il faut alors interroger la personnalité avant la naissance. Vous suivez? Donc, il faut alors interroger la personnalité avant la naissance. Il faut interroger la personnalité après la mort. Si nous voulons faire une bonne discussion. Alors, si le droit civil laisse entrevoir le statut d'une personnalité juridique imparfaite, le droit ecclésiastique laisse apparaître un statut en conformité avec la nature humaine de la personne. Vous suivez? Mes chers amis, alors dans ce sens, la logique juridique nous permet de cerner les législations qui en réalité se fondent sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, dès que je dis Déclaration universelle des droits de l'homme, dès qu'il y a droit, vous voyez, personnalité juridique qui commence à la naissance, ou au plus, notre code va un peu plus loin. C'est pourquoi le Bénin est formidable. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Le Bénin est formidable, on dit 180 jours après l'union des... Le Bénin est formidable, mais après aux ombres, nous perdons aux ombres. Déclaration universelle des droits de l'homme affirme en son article, donc premier, tous les êtres humains naissent libres. Vous voyez la naissance. Naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Une réception démocratique. Souvenez bien la démocratie. Une réception démocratique de cette disposition conduit à mieux examiner les idéologies à deux niveaux. Au niveau des législations sur l'avortement et au niveau des revendications des droits à l'enfant. Alors, au niveau des législations sur l'avortement, quand je dis ici législation sur l'avortement, voyez immédiatement droit civil. Vous suivez? Donc, ce n'est que le droit civil qui peut légiférer sur l'avortement. Le droit ecclésiastique n'est même pas dans cet ordre, puisque pour le droit ecclésiastique, c'est en conformité à la nature. Tandis que pour le droit civil, c'est en conformité à sa naissance viable. Vous suivez? Bien. Alors, la méthode que je suis, c'est que je pose une question. La question qu'on pose ici, les législations sur l'avortement peuvent-elles protéger l'enfant à naître? Sinon, pourquoi? Encadrons bien les choses. Les législations veulent protéger. Le droit civil veut protéger. Le droit ecclésiastique veut protéger. Et le droit ecclésiastique protège à partir de la nature. Et le droit civil protège à partir de sa naissance viable et vivante. Vous suivez? Mais alors, il faut maintenant se poser la question. Les législations du droit civil sur l'avortement peuvent-elles alors protéger l'enfant à naître? Ne répondez pas non d'abord. Alors, il faut d'abord constater qu'il y a une grave ambiguïté sur les législations qui prétendent autoriser l'avortement et en même temps punissent par des peines et réclusions toute personne qui propose ses services pour réaliser une interruption volontaire de grossesse en public, en réunion ou par la propagation d'écrits. Article 19. Si vous prenez l'article 19 de la législation de la loi 2021, 12 et 20, 2021, 20 décembre, article 19, je vais vous lire l'article 19 de la législation béninoise qui ouvre la porte à l'avortement. D'accord? La législation dit
en son article 19, est puni des peines prévues. La même législation qui dit qu'on peut avorter, hein. La même législation dit est puni, la même législation béninoise. Article 19, c'est ça ici. Est puni des peines prévues à l'article 519 du Code pénal le fait de proposer ces services pour réaliser une interruption volontaire de grossesse en public, en réunion ou par la propagation d'écrits. Les mêmes peines sont appliquées à ceux qui font la promotion des moyens, objets et procédés relatifs à l'interruption volontaire de grossesse. Législation béninoise. Alors, on dit, la loi ajoute une condition qui serait la prétendue détresse de la mère. Article 17. L'article 17 de la même loi dit, à la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée. La même loi qui punit, hein? La même loi dit, à la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Fin de citation. Article 17. Alors, je me pose la question. Quelle différence existe-t-il entre des avortements autorisés et des assassinats légalement qualifiés ou des infanticides? Je vous laisse la question. Le juriste ne répond pas très vite à certaines questions morales, mais je vous laisse. On continue la réflexion. Ça, c'est le droit civil. Ces pratiques de droit civil ne peuvent être comprises en droit ecclésiastique. Vous avez compris? Si on met ensemble les deux. Bien. Alors, puisque ça ne peut pas être de façon assimilée au droit ecclésiastique, il y a problème. Les catholiques sont interpellés. Si vous êtes catholique, c'est que vous suivez la législation ecclésiastique, le droit ecclésiastique. Donc, réellement, vous êtes interpellé. Que faire? Est-ce qu'un catholique qui est médecin et qui doit suivre la législation civile et qui est maintenant confronté à cette question, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va accepter l'avortement ou bien s'il va dire non à cause de sa loi ecclésiastique et rester dans le droit civil? Ou bien est-ce qu'il va rejeter le droit civil et dire je reste dans la loi ecclésiastique? Qu'est-ce qu'il va faire? Il est interpellé. Il ne s'agira pas de résister en prônant la non-observance de la loi. Parce que si toi, catholique, tu dis je résiste et je dis n'observez pas le droit civil, c'est que tu détruis toute ta nation. Je vous laisse la question. Cependant, on peut faire quelques ouvertures. Il revient aux juristes catholiques. Vous voyez, c'est une question grave. Il revient aux juristes catholiques de se lever dans la lutte pour le droit juste. Malheureusement, les juristes semblent justifier la loi au regard des principes constitutionnels. Et si nous prenons notre constitution, vous allez voir les mêmes amalgames. Vous allez voir les mêmes contradictions. Il y a une urgence de travail d'harmonisation et de dialogue autour de la vie qui libère des contraintes, de la nécessité et de l'avortement. Et alors, arrivé à ce niveau, je pose une première conclusion. Vous allez voir, on aura 4 conclusions. Une première conclusion, ce n'est pas une nécessité de la vie, une détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître
qu'il faut regarder, mais c'est la vie qu'il faut respecter et protéger sans distinction ni condition. Il y a le père Rodrigue, il y a quelques instants, qui disait « L'enfant à naître n'est pas à mettre en conciliation avec nos détresses. L'enfant est enfant. » Ce n'est pas parce qu'il y a problème éducationnel qu'on va dire maintenant il faut l'avorter. Et on continue, le statut juridique de l'enfant, et c'est ici que je mène une première tentative de réponse. Le statut juridique de l'enfant à naître est à ce niveau fondé sur la vie à protéger et à promouvoir. Première conclusion, ça veut dire que le droit ecclésiastique, qui agit en conformité à la nature, est appelé à promouvoir et à protéger l'enfant à naître. Le droit civil, qui agit en conformité à la naissance et qui finit avec la mort, est appelé à promouvoir et à protéger l'enfant à naître. Malheureusement, le droit civil ne promeut pas, mais le droit civil protège. Vous voyez la distinction? Le droit civil protège, mais ne promeut pas assez. Le droit ecclésiastique promeut, mais ne protège pas assez. Vous voyez maintenant le problème? Alors, si on va plus loin, pourquoi cette difficulté à protéger l'enfant à naître? Deuxième question fondamentale. Quel rapport juridique existe-t-il entre les législations sur l'avortement et le droit à la vie? Parce qu'on parle aujourd'hui du droit à la vie, le droit à l'enfant. Parce que la femme qui n'a pas d'enfant dit « j'ai droit à l'enfant ». Et parce que j'ai droit à l'enfant, je peux aller faire des procréations artificielles. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les législations sur l'avortement font surgir de nouvelles questions en droit civil. Vous suivez? En droit civil, bien sûr. Les textes ne prévoient pas la responsabilité en cas d'échec ou en cas de mort. Par exemple, si j'entretiens l'avortement, le droit civil ne prévoit pas une responsabilité de ma part, puisqu'effectivement, le droit civil ne considère pas, toute proportion gardée, la vie avant la mort, avant la naissance. Pour le droit, on est bien en droit, hein? On n'est pas en biologie. D'accord? Donc, puisque ça ne l'intéresse pas, pourquoi il va vouloir légiférer pour garantir l'échec ou le succès d'un avortement? Vous suivez? Les textes ne prévoient pas. Mais en France, la jurisprudence a statué à l'affirmation sur la responsabilité du praticien en cas d'échec. Et le droit béninois aussi a copié. Et en copiant cette responsabilité, heureusement, on n'a pas encore une jurisprudence en droit constitutionnel, en droit béninois, qui affirme la responsabilité d'un médecin ou d'une obstétricienne qui a échoué à l'avortement et donc qui devrait être traduit devant les juridictions. Mais je suis sûr que ça viendra très bientôt. Ça viendra. Les législations posent par ailleurs le problème juridique des procréations artificielles, soutenues par les revendications en termes de droit à l'enfant. Mais on dit droit au travail. Mais si vous dites droit à l'enfant, suivez bien, hein? Vous allez voir la logique. Droit à l'enfant implanté dans l'utérus d'une mère qui n'est pas sa mère biologique, ou bien droit à l'enfant à naître déjà offert en adoption. Peut-on réellement parler d'un droit à l'enfant en contexte législatif civil? Une bonne analyse des logiques du droit à l'enfant montre un échec.
on parle de droit au travail. On est d'accord? Quand il n'y a pas de travail, avoir droit à signifie avoir la volonté dans un acte qui est déficient dans la création des droits et des devoirs. Quand je dis j'ai droit à, c'est que j'ai une volonté d'action. Mais qui peut dire qu'il a une volonté d'action en cas d'une naissance ou bien en cas d'un enfant à naître? L'enfant à naître serait-il un objet de droit à revendiquer? L'État a-t-il réellement des prérogatives de répondre aux droits en enfant? Vous voyez la contradiction? Puisque l'État est fondé sur le droit civil, la législation, donc vous savez, il y a le législateur, le juge et l'exécuteur. Mais l'État n'a pas un droit sur l'enfant à naître. Mais l'État se dit, j'ai le droit de procurer, d'aider quelqu'un à avoir un enfant. Et donc, pour cela, on légifère les pratiques artificielles. La question de droit à l'enfant est déjà dans le pays ici au Bénin. C'est déjà avec nous. C'est en sourdine. On entend des gens qui disent « mais je n'ai pas d'enfant, mais je vais adopter ». On entend des gens qui disent « mais je vais faire de l'implantation ». Il y en a. Mais il faudrait savoir que la formule est idéologique et politique. Pour justifier la procréation artificielle, on parle d'un vide juridique. Regardez bien le terme vide juridique. Alors, comme il y a un vide juridique, l'État veut prendre en charge, puisque la Constitution dit, d'abord les législations disent que l'État a, la personne humaine est sacrée et inviolable, l'article 8 de la Constitution, l'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Donc l'État est en jeu là. Mais le vide juridique veut être comblé maintenant par l'État. Vous voyez que finalement, l'État devra tendre la main à l'Église pour que les droits se complètent. Et de la même façon, l'Église devra tendre la main à l'État pour le bien des sujets de droit. Sinon, on sera là en conflit perpétuel. En réalité, il n'y a pas un vide juridique. Vous suivez? L'État dit qu'il y a vide juridique parce que justement, il ne considère pas avant la naissance. Vous suivez? Mais puisqu'il ne considère pas avant la naissance, et donc je fais abstraction des 180 jours, il peut affirmer qu'il y a vide. Et donc, lui devra prendre sa responsabilité pour combler le vide et satisfaire donc le sujet de droit que vous êtes. Et donc, pour vous satisfaire, il vous dit avortez. Et non seulement pour vous satisfaire, mais pour satisfaire aussi pour satisfaire les liens internationaux. Et pour se satisfaire aussi. En réalité, il n'y a pas un vide juridique, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a plutôt un principe juridique d'indisponibilité de la personne humaine. J'ai mis ça en gras. Il y a plutôt un principe d'indisponibilité de la personne humaine. Et le même État, les mêmes constitutions africaines, la même constitution béninoise, reconnaît cette indisponibilité de la personne humaine
au titre 2. Au titre 2 de la Constitution, nous avons des droits et des devoirs de la personne humaine. Et l'article 8 affirme « La personne humaine est sacrée et inviolable ». Fondement constitutionnel. Le Bénin est génial dans les contradictions. Mais c'est le monde qui est génial dans les contradictions. Le Bénin est en train de suivre le monde. Le paradoxe est que les instruments juridiques reconnaissent ce principe, comme je viens de lire. Et plus encore, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaît le même principe en son article 4. Je vais vous lire l'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui est annexé à notre Constitution. L'article 4 affirme « La personne humaine est inviolable ». Vous voyez, même expression. Vous suivez? Même expression. La personne humaine est inviolable. Mais ici, l'article 4 de la Charte ne dit pas « est sacré ». Le Bénin a ajouté « sacré ». Vous voyez la comparaison? Le Bénin a ajouté, et la Constitution béninoise dit « la personne humaine est sacrée et inviolable ». La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dit « la personne humaine est inviolable ». Point. Vous voyez comment le Bénin est génial? Point. Mais la Charte continue « Tout être humain a droit au respect de sa vie ». La Charte africaine. Tout être humain a droit au respect de sa vie. Tout être humain a droit à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. Fin de citation. Ça, c'est l'article 4. La charte de la famille du Saint-Siège dit aussi la même chose et selon le même article, l'article 4 de la charte du Saint-Siège. Le Saint-Siège dit « La vie humaine doit être absolument respectée et protégée dès le moment de la conception. » Vous voyez comment la précision commence. Il dit « L'avortement est une violation directe du droit fondamental à la vie de tout être humain. » Ça, c'est le Saint-Siège. Tandis que la Charte africaine des droits de l'homme n'aborde pas l'avortement. Vous avez suivi? La Charte ne peut même pas aborder l'avortement parce que la Charte est une réception de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, la Charte est dans une civilité, dans une perspective civile. Vous suivez? Donc, il y a comme un conflit de droit qui est là. Ce principe fondamental s'oppose à toute manipulation selon le Saint-Siège, à toute transplantation ou à toute cession de l'enfant. Et alors, je peux tirer une deuxième conclusion. La conclusion qu'on peut tirer de cette comparaison des droits est que l'enfant à naître n'est pas un objet de droit. Vous suivez? La personne humaine n'est pas un objet. Vous voyez la convergence? Même la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaît que la personne humaine est inviolable. Ensuite, la Constitution en vigueur dans notre pays reconnaît que la personne humaine est inviolable et même sacrée. Le Saint-Siège reconnaît que la personne humaine est inviolable, mais le Saint-Siège ajoute en même temps « l'avortement est une violation directe du droit fondamental à la vie de tout être humain ». L'État ne peut pas ajouter l'avortement. Vous suivez? Puisqu'ils n'ont pas les mêmes fondements. Vous suivez? Et donc, comme les deux, de façon comparative, les deux reconnaissent, donc nous reconnaissons que la personne humaine est inviolable. Il reste l'avortement. La personne humaine est inviolable, donc l'enfant est naître est inviolable. La personne humaine n'est pas un objet, mais dispose d'un statut juridique objectif. Ensuite, la personne humaine n'est pas un objet, mais dispose d'un statut juridique objectif. Il y a dans ces pratiques un mécanisme du droit naturel comme fondement du statut juridique de l'enfant à naître.
le droit naturel. Donc, il faut un déplacement pour entrer dans le droit naturel. Il y a un ordre qui permet de vivre, de naître, de grandir, de mourir et de continuer à vivre après la mort. L'État ne reconnaît pas l'ordre qui permet de vivre, de naître, de grandir, de mourir et de continuer à vivre après la mort. Mais l'État reconnaît seulement l'ordre qui permet de naître, de vivre, de grandir, de mourir. Droit fini là. Vous voyez qu'on ne peut pas se mettre à bavarder seulement sur l'avortement si on n'est pas bien situé. Alors, conclusion, refuser d'entrer dans les lois et les normes de la vie, c'est accepter de mourir pour ne plus vivre. Ça, c'est l'État. C'est pourquoi il faut prier pour les chefs d'État. Deuxième grande partie. Le caractère objectif du statut juridique de l'enfant à naître repose alors sur deux réalités à garantir et à promouvoir, à savoir la juste conception du droit et la filiation. Mais pour les aînés, il faut éviter deux erreurs d'appréciation en droit. Première erreur d'appréciation. La question fondamentale, qu'est-ce que le droit? Et en quoi le statut juridique de l'enfant à naître subit une appréciation erronée en droit? Il y a plusieurs définitions de droit et je vous donne quelques-unes. Le droit est un message, le droit est un langage. Le droit est un outil d'organisation de la vie humaine en société. Gardez bien ça. Le droit est un outil. Le droit est la mesure des relations interpersonnelles. Le droit est une science, une discipline scientifique qui a pour objet l'étude du phénomène social. Vous voyez? Je fais une petite sortie là, si c'est l'étude du phénomène social, est-ce que l'enfant à naître est un phénomène social? Et vous voulez mettre le droit là-bas. Le droit a pour objet l'étude du phénomène social. Le droit est une institution. Le droit est un instrument. Le droit est un art. C'est l'art du juste. Finalement, il faut garder bien, le droit est une règle. La règle de justice. Le droit est un langage, je l'ai dit, c'est une expression d'un peuple, d'une société. Et donc, pas de société sans droit. Il n'y a pas de société sans droit. Et il n'y a pas de droit sans société. Vous suivez? Et donc, si une société légalise l'avortement, c'est son droit. Si une société copie ce droit, c'est grave. Vous suivez? Si vous êtes au Bénin et vous copiez le droit français, c'est grave. Si vous êtes en France et vous copiez le droit canadien, c'est grave. Mais qu'est-ce que nous, Béninois, nous copions? Je ne réponds pas, je ne dis rien. Attention à ne pas copier. Heureusement, on ne copie pas, puisque vous avez vu tout à l'heure l'article 8 de la Constitution. L'article 8 de la Constitution ajoute un mot. Ah, vous voyez, donc on ne copie pas. Bon, alors, pas de société sans droit, il y a deux facettes inséparables. Il y a le droit objectif, qui est l'ordonnancement juridique. Regardez bien ça. Qu'est-ce que le droit? Il y a deux facettes. L'ordonnancement juridique, le droit objectif, l'ordonnancement juridique qui constitue la règle du droit, et puis de l'autre côté, le droit subjectif, les prérogatives individuelles dans le respect des règles. Donc, qu'est-ce que le droit? C'est le droit objectif, le droit subjectif. Qu'est-ce que le droit? C'est la règle et c'est les fruits qui viennent de la règle pour quelqu'un qui respecte le droit. Vous suivez? Bien. Alors, quand c'est comme ça, il ne faut pas confondre le droit et la loi. Vous suivez? Il ne faut pas confondre le droit et la loi. Qu'est-ce que la loi?
Si le droit est concret, la loi est abstraite. La loi est la raison humaine en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre. Et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que des cas particuliers où s'applique cette raison universelle. Si la loi particulière d'un pays n'applique pas la raison universelle, c'est une loi fausse. Donc, la loi d'un pays est l'expression de la raison universelle appliquée dans ce pays. Comme ça, et puis vous copiez la loi d'un pays. Au lieu de copier la raison universelle, vous allez vous plaquer sur les pays qui ont copié à leur façon la raison universelle. Vous voyez l'erreur? On dit qu'est-ce que la loi? La loi, c'est la raison universelle, mais c'est en même temps la raison particulière qui est appliquée dans un pays, dans une nation. Un pays, je prends l'exemple, un pays comme l'Italie a cherché à appliquer la raison universelle dans sa loi particulière. Et un autre pays bon, je vais dire Bénin, mais excusez, un autre pays comme le Bénin va copier l'Italie au lieu d'aller copier la raison universelle. Vous suivez? Vous suivez? Oui. Au lieu d'aller à la source, vous allez copier ce que l'autre aussi a copié. Conclusion, troisième conclusion, de toutes ces définitions, il y a une constante. Le droit ne s'invente pas. Le droit est réel. Et donc l'enfant à naître en droit n'est pas une imagination. Vous suivez? L'enfant à naître n'est pas une imagination. Il dispose d'une situation juridique évidente. Alors, s'il dispose d'une situation juridique évidente, parce que vous ne concevez pas qu'il dispose d'une situation juridique évidente et que vous vous situez dans l'ordre de la naissance et de la mort comme finition de droit, vous dites, il faut alors la voter. Vous suivez? Il faut alors la voter parce que parce que le droit ne reconnaît pas et donc enlever. Vous voyez, le juriste ne jette pas jugement de valeur, mais analyse. Jusque-là, je n'ai pas dit c'est bon, c'est pas bon. Est-ce que j'ai dit ça? Non. Mais on analyse. Et vous-même, vous allez tirer les conclusions. Il dispose d'une situation juridique évidente. L'enfant à naître n'est ni une fiction, ni une invention, ni une situation de doute, d'embarras ou d'incertitude. Mais c'est clair. Ensuite, dès la rencontre des organes humains, un être humain est déjà là. Déjà au niveau du zygote. Vous connaissez le zygote? Bien, c'est l'œuf. Il convient de le respecter et de le respecter pour lui-même. Il ne faut pas chercher à le respecter pour une maman, ou bien pour un papa, ou bien pour une nation, ou bien pour une église, ou bien pour une famille. Respectez déjà l'œuf qui est là pour lui-même. Si vous le respectez pour lui-même, il a sa logique, et sa logique, c'est de croître dans le placenta jusqu'à devenir ce qu'il doit devenir. Mais ça n'empêche pas que vous lui apportiez des soins. On va voir ça tout à l'heure. Il ne faut pas que je devance. Alors, il convient de constater, de le respecter pour lui-même. Il en appelle à une humilité. Il faut une certaine humilité pour respecter cet œuf-là qui commence. Ce qui commence en vous. La chose commence en vous et vous voulez l'arrêter. La chose a sa loi d'elle-même. Vous suivez? Bien. Donc, il te faut alors une certaine humilité pour observer ce qui commence.
Et pour apporter des soins à ceux qui commencent, il faut une humilité des juristes. Mes chers amis, je suis juriste, hein, et ce n'est pas de l'orgueil. J'ai fait mon stage au barreau. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est tout simplement parce que je suis prêtre que je ne suis pas allé jusqu'à l'avocature. Humilité de reconnaître ce qui commence par naître. Le contraire conduit à l'errance du droit, selon deux considérations. Alors, si vous n'êtes pas humble en face de ce qui commence, il y a deux considérations d'errance en griffe, que certains appellent péché. Moi, je ne parle pas de péché ici. Il y a deux considérations d'errance. Vous suivez? Première considération, première erreur, est de considérer le droit comme une œuvre de créativité et d'invention humaine. Ça, c'est la première erreur. Vous suivez? Comme une œuvre d'invention humaine. Alors, si vous considérez le droit comme une œuvre d'invention humaine, c'est normal que vous ne considériez pas l'humanité que vous ne voyez pas, que vous considériez seulement l'humanité qui est née, vivante, viable, qui est là. Vous suivez? Donc, l'erreur était déjà à la base. Le droit, première erreur, c'est de considérer le droit comme une réalité humaine, comme une création d'invention, une œuvre que l'homme doit inventer pour s'organiser, organiser son peuple. Alors, si c'est comme ça, ce que le droit refuse, en tout cas, ce que l'enfant est net, nécessairement, le droit ne l'intéresse, le droit l'élimine. Vous voyez? Les hommes s'attribuent le pouvoir juridique de dire le droit, de dire qui est homme, de désigner et de définir l'humain, d'attribuer des droits de l'homme et de la femme. L'errance du droit va non seulement jusqu'à définir l'humain, mais aussi jusqu'à reconnaître à certains êtres un droit de vie et de mort sur d'autres êtres. Dans cette logique, un tel ordonnancement juridique pourra tout se permettre. Le droit ainsi est remis entre les mains des hommes qui en disposent comme un ensemble de règles issues de la volonté souveraine de quelques autorités habilitées. Certes, le droit est aux mains des hommes. On est d'accord? Certes, c'est nous qui avons le droit, mais le droit ne s'invente pas. L'enfant à naître devient entre leurs mains un objet de définition. Vous suivez? Le juriste et le législateur ignorent la réalité à naître alors que le droit est le reflet, soulignez bien ceci, le droit est le reflet de cette réalité humaine qui naît. Vous voyez l'erreur? L'erreur, c'est dans la définition du droit. Le droit, en réalité, c'est le reflet de cette réalité que je dois respecter. C'est le reflet de cette réalité qui inclut l'être et le devoir être de l'enfant à naître. Alors que nous prenons le contraire. L'erreur la plus énorme est le pouvoir du juge et du législateur sur la réalité de la famille. Puisque l'enfant ne vient pas d'un arbre, c'est un homme et une femme qui, à un moment donné, se sont couchés. Mais l'erreur la plus grave est qu'il y a le pouvoir du juge et du législateur qui, aujourd'hui, veut définir quelle est la famille et le code des personnes de la famille, des constitutions africaines en général, et bon, le code des personnes de la famille de la République du Bénin est encore considéré à juste titre comme un peu propre. Et c'est quoi nous on peut dire? Vous voyez tout à l'heure la constitution. La constitution gomme sacré dans nos poids moi mais gomme dans le code homme. Et gomme de l'ena
Boblodo, Midokunuye, Amoyekapo. Éco. Donc, le corps des personnes de la famille est une démonstration positive de ce que nous disons. On prétend que le législateur peut donner aux époux la liberté de méconnaître les liens affectifs, progressifs, insensibles, tissés entre les personnes par leur affection, par le temps, par les joies, par les peines, par les soucis, par les joies et par les détresses. On prétend que le législateur est maître de déclarer équivalentes les filiations en mariage, hors mariage et contre le mariage. Vous voyez, quel droit peut régler l'affection entre Brice et Bernadette? Si Brice et Bernadette ont des problèmes, ils vont devant des juridictions. La procédure sociale, la procédure familiale, heureusement qu'aujourd'hui, nos juges disent, bon, prenez le temps, allez réfléchir et revenez. Heureusement, le Bénin est formidable. Mais ailleurs, c'est le législateur qui légifère, c'est le juge qui tranche. Mais quel juge peut trancher les problèmes, les conflits familiaux entre Brice et Bernadette qui, après, vont se coucher dans leur lit? Le juge va venir dans le lit. Même s'il y a détresse, il va trancher au tribunal. Il va trancher et puis l'avocat au barreau va dire ce qu'il va dire. Mais après, Brice et Bernadette peuvent se revoir. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a tempérance dans l'insertion des juges dans les conflits familiaux. Par ailleurs, deuxième erreur. La deuxième erreur est d'affirmer que les hommes ont des droits. Suivez bien, cette erreur est encore plus grave. La deuxième erreur est d'affirmer que les hommes ont des droits considérés comme les fondements du droit. De fait, on recherche les droits de l'enfant à naître et par-dessus tout, on pose les droits comme les moyens de sa sauvegarde. Bien, donc on recherche les droits suffisent-ils pour sauvegarder l'enfant à naître? Suivez bien cette phrase, rechercher ces droits, c'est ouvrir les portes à un pluralisme juridique qui permettrait, au nom de la liberté, de les reconnaître ou de les méconnaître. Vous suivez? En réalité, il s'agit d'une erreur sur la mission du droit. Souvenez bien ça. C'est une erreur sur la mission du droit. L'erreur est de croire que la mission du droit est de sauvegarder ou de protéger la personnalité juridique abstraite. Ce que protège le droit, c'est la personne humaine. Donc en réalité, si vous légiférez l'avortement, c'est que vous rejetez le droit en principe et vous rejetez vous-même. Vous rejetez la personne. C'est très subtil ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Alors, une bonne définition du droit permet de comprendre que l'enfant à naître ne demande pas des droits. Il n'est pas un objet à mesurer ou à attribuer. En réalité, j'ai souligné ça, et souligné bien ça, en réalité, il n'a pas un droit, mais il est, comme toute personne humaine, au-dessus et au fondement du droit. Si vous l'éliminez, vous éliminez toute la société. Vous l'éliminez, puisque la société, c'est le droit. Son statut juridique, lui, est relationnel et spécifique. Il ne s'agit pas d'aller chercher le statut juridique de l'enfant, mais l'enfant est au fondement du droit et il porte le statut juridique. Si vous l'éliminez, vous éliminez tout. L'enfant à naître est un être qui, en tant que tel, affirme son existence. On n'imagine pas son existence. Affirme son existence. En réalité,
le langage juridique n'attribue pas un droit. En réalité, le langage juridique n'attribue pas un droit. Soulignez bien ça. Mais le langage juridique observe et découvre le droit. Le juge observe, découvre et rationalise. Et alors donne le droit, dit le droit. On ne raisonne pas sur les droits, mais on raisonne pour trouver et respecter le droit. On ne raisonne pas sur le droit, mais on raisonne pour trouver et respecter le droit. Dans ce sens, la situation juridique de l'enfant à naître en droit est une part entière de la longue marche de l'humanité vers la vérité de l'homme et la vérité de la femme, déjà là. Discrètement et progressivement, l'enfant à naître prend sa place dans une famille humaine qui la précède et l'attend. Il entre dans un tissu de relations qui se prépare à l'accueillir. Il commence par changer la vie, le cœur et l'environnement de ceux qui l'attendent. Il faut éviter l'expression de personne humaine potentielle. Soulignez bien ça. Ce n'est pas une personne humaine potentielle, non. Il faut éviter l'expression de personnalité virtuelle de l'enfant à naître. Ce n'est pas une personnalité virtuelle. L'enfant à naître n'est pas un enfant abstrait. Il n'est pas un objet dont on rêve, qu'on refuse selon le plaisir du moment. Il est un être à part entière. Et c'est à partir de là qu'on peut poser sa vérité. Quel est le fondement du statut juridique de l'enfant à naître? Là, maintenant, il faut 2 affirmations qui vont nous conduire à la fin. 2 affirmations doivent être démontrées en droit pour affirmer le statut juridique de l'enfant à naître comme une marche. L'enfant à naître, c'est être en marche vers la vérité de l'homme et de la femme. L'enfant à naître jouit en effet des prérogatives de droit naturel. Son statut juridique est de prérogatives de droit naturel en tant qu'enfant et en tant que personne. Alors, 4e conclusion, définitive. L'enfant à naître est une personne. Première affirmation. On peut démontrer cette affirmation à 2 niveaux. Au niveau de la protection physique et au niveau de la capacité juridique. La section 1 du Code de l'enfant en vigueur au Bénin est consacrée aux peines contre l'avortement. Donc vous voyez comment le droit civil protège. Le Code de l'enfant, l'article 324, l'article 324, 325, c'est ça? L'article 324. 324, 325, 326, 327, 328, 329. Vous voyez tout ça, c'est des peines contre l'avortement. Dans le Code de l'enfant en République du Bénin. Vous voyez là, même c'est la République du Bénin, des peines contre l'avortement. Vous voulez que je vous lise? On dit par exemple l'article 325. La femme qui volontairement avorte ou se fait avorter est punie de 5 ans à 20 ans de réclusion et d'une amende de 200 000 francs à 500 000 francs CFA. Article 325. Je n'invente pas, hein? Ainsi, toute atteinte portée à l'enfant avant la naissance est punie de réclusion et d'amende. Au niveau de la capacité juridique, l'enfant à naître peut bénéficier de donations et de legs. Son intérêt supérieur est considérable. Alors, c'est quoi l'intérêt supérieur de l'enfant? L'intérêt supérieur de l'enfant est la primauté à sauvegarder, à privilégier à tout prix les droits de l'enfant
dans le sens de son épanouissement, de son bien-être, de sa croissance et de sa préparation à la vie active d'adulte, mature et responsable. L'article 8 du Code de l'enfant au Bénin stipule: il dispose d'un statut juridique fragile et naturel. Deuxième affirmation fondamentale et la dernière, l'enfant à naître est un enfant. On peut démontrer cette affirmation à deux niveaux: au niveau de la filiation et au niveau de l'autorité parentale. Au niveau de la filiation, le statut juridique de l'enfant à naître ne peut se comprendre adéquatement que dans la relation au droit de la famille. Si vous éliminez le droit de la famille, tout tombe. L'enfant n'est pas un produit de la volonté abstraite de l'homme et de la femme. Le Code de l'enfant stipule en son article 4, l'enfant en tant que personne est sacré et inviolable. Vous voyez, le Code a repris la Constitution. Le Code de l'enfant, en son article 4, pour ne pas bavarder, il faudrait que je vous mette devant le test. En son article 4, dit: article 4. Vous avez écouté l'article 8 de la Constitution, hein? L'article 8 de la Constitution. Maintenant, l'article 4 dit, du Code de l'enfant dit: l'enfant en tant que personne humaine est sacré et inviolable. Vous voyez comment le Bénin est fort? Oh, le Bénin est génial. J'ai envie de dire d'acclamer les Béninois. Alors, l'enfant prend place dans une famille. Il y a des liens juridiques objectifs qui se lient à ses parents, qui le lient à ses parents. Et pour donc bien comprendre son statut, il faut comprendre alors le statut du mariage. Le mariage crée la famille légitime. Là encore, c'est un autre problème. Si on entre dans le droit de la famille. Le statut juridique de l'enfant à naître est situé dans l'acte fondateur du mariage de ses parents. Ainsi, il y a le mariage légitime qui donne l'enfant à naître légitime, le mariage naturel, l'enfant à naître naturel, le mariage sacramentel, l'enfant à naître sacramentel. Mais l'enfant à naître sacramentel, une fois né, doit recevoir encore le baptême. Vous voyez, il y a le mariage coutumier, ce que nous appelons naturel. Mariage légitime, mariage sacramentel. L'enfant à naître doit être compris au travers de ces liens matrimoniaux. Vous voyez, si vous éliminez, si vous faites l'avortement, vous voyez, toutes ces chaînes-là tombent. Pas si vous faites, si vous adoptez la législation de l'avortement, d'accord? J'ai répété, hein? Pas si vous faites, mais si vous adoptez la législation de l'avortement, vous voyez, ce n'est pas la même chose, hein? Bien. Alors, l'enfant à naître existe avec et pour ses parents, ce qui justifie l'autorité parentale. Alors, au niveau de l'autorité parentale, elle s'exerce en commun pour protéger l'enfant dans sa sécurité et dans sa santé. Que l'enfant soit légitime, naturel ou sacramentel, l'autorité parentale s'exerce dans l'intérêt supérieur de l'enfant à naître. Gardez bien l'intérêt supérieur de l'enfant à naître. Ce n'est pas l'intérêt d'une femme, d'un enfant, ce n'est pas l'intérêt d'une maman, ou l'intérêt d'un papa, ou l'intérêt d'une nation, ou pas même l'intérêt d'une église. C'est un intérêt sacré. C'est un intérêt inviolable. Et je dis, c'est un intérêt sacré et inviolable, selon les Béninois. Que l'enfant donc soit légitime, l'autorité parentale s'exerce dans son intérêt supérieur. Tout pour sa sécurité. Les parents n'ont pas le choix de veiller à la bonne santé de l'enfant et de l'abandonner ou de l'abandonner à la maladie. Dans le ventre de sa mère, l'enfant à naître doit recevoir les traitements qui lui sont nécessaires. Alors, une dernière question. Une question subsiste à ce niveau. Dans les liens d'autorité parentale, l'enfant à naître peut-il être l'objet d'une adoption? Je vous laisse la question en exercice.
et je vous laisse la conclusion. Je vous remercie.